Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le campus Lyon-Tech-Ladois. On a le plaisir de vous accueillir sur notre campus. Merci d'être si nombreux. Donc, je me présente, je suis Caroline Vachal et je suis directrice de la communication de l'INSA Lyon. Je vais donc vous présenter l'INSA, le groupe INSA, et je suis accompagnée de Catherine Verdu qui présentera la partie des 2 premières années de formation, ce qu'on appelle le département des formations initiales au métier de l'ingénieur, et elle présentera aussi la partie concernant Parcoursup. Donc l'INSA est née il y a un peu plus de 60 ans, en 1957, dans l'idée d'un recteur qui s'appelait Jean Capel et d'un philosophe qui s'appelait Gaston Berger, père de la prospective. Leur idée était de créer une école révolutionnaire basée sur 2 aspects. Le premier, donc l'INSA, est né de la volonté de démocratiser l'enseignement supérieur en s'ouvrant sur la société et en accordant une attention particulière à la diversité sociale et culturelle. Et le deuxième aspect, l'INSA est né de la volonté de promouvoir une culture humaniste tout au long de la formation pour faire des élèves qui aient l'esprit critique et le sens des responsabilités. Donc là, c'est 2 piliers de notre modèle, l'humanisme et la diversité. Si l'histoire de notre école vous intéresse, je vous invite à aller sur le site 5717.insa-lyon.fr, site dédié qui a été réalisé pour les 60 ans de l'école, dans laquelle vous pourrez regarder et voir et lire certains témoignages de notre histoire. Donc l'INSA est née il y a 60 ans à Lyon et elle a essaimé sur le campus français, alors ensuite sur le territoire français. Ensuite, donc, est né après Lyon, Toulouse, puis Rennes, puis Rouen, puis Strasbourg. En 2014, Centre-Val de Loire à Bourges et Blois. Et l'INSA Euroméditerranée est née à l'international à Fès au Maroc en 2015. Nous avons dans le groupe INSA 6 INSA en France et 7 INSA, écoles INSA partenaires, dont une école qui est en passe peut-être de devenir un INSA Hauts-de-France à Valenciennes. Donc, le groupe INSA est le premier groupe français d'écoles d'ingénieurs avec 16 000 élèves en formation dans les 6 INSA, 2700 ingénieurs diplômés chaque année. Et dans le monde, vous pouvez retrouver 86 000 ingénieurs INSA qu'on a diplômés depuis 1957. Vous serez donc certainement amenés, si vous travaillez, à rencontrer des ingénieurs INSA dans le monde professionnel. Je parle des ingénieurs, mais on diplôme aussi un certain nombre, en peu plus petite quantité bien sûr, d'architectes et de paysagistes. Ce qui fait que notre groupe existe, ce qui nous rassemble dans tous les INSA, ce sont des valeurs communes articulées autour de 3 axes fondateurs qui sont exprimés ici. Donc, premièrement, une formation scientifique pluridisciplinaire de haut niveau avec des enseignements d'ouverture en sciences humaines et sociales. Ensuite, des valeurs d'ouverture sociale et culturelle pour favoriser l'accès à tous les élèves, sans distinction quelle qu'elle soit, de sexe, de conditions physiques ou de nationalité. Et enfin, une éducation humaniste pour former des ingénieurs engagés, solidaires, citoyens et responsables. C'est donc ici ce qu'on appelle le modèle INSA. Donc revenons un peu sur l'INSA Lyon, donc sur notre campus, école pluridisciplinaire qui diplôme plus de 1000 ingénieurs par an dans 9 spécialités d'ingénieurs. C'est une école qui est particulièrement ouverte sur le monde extérieur avec des stages en entreprise tout au long de la scolarité, des projets en lien avec le monde industriel et une activité recherche très intense. La formation INSA intègre également les sciences humaines et sociales, avec notamment le Centre des humanités, qui dispense des enseignements de langue, communication et sciences humaines, et qui représente 20% des enseignements tout au long des 5 années de formation. Ensuite, le Centre des sports, qui allie sport et santé, à travers
premièrement, des cours d'EPS du niveau débutant au niveau expert. Ensuite, des cours spécialisés à orientation compétitive ou des pratiques adaptées, des cours pratiques adaptés pour qui c'est nécessaire. Ensuite, des filières internationales, ASINSA, Amerinsa et Eurinsa, ainsi que SCAN, filière quasi 100% en anglais ou 90% en anglais. Ensuite, des sections art-études, musique-études, art plastique-études, danse-études. Et j'ai oublié lequel. Musique, art plastique, théâtre. J'ai oublié théâtre. Ensuite, donc les sections, juste un petit mot sur les sections, qui permet de concilier les études et sa passion. Ensuite, la section sportive de haut niveau qui permet à tous les élèves qui sont inscrits sur liste ministérielle de poursuivre des études d'ingénieur tout en ayant un cursus allongé, aménagé sur une durée de 7 ans. Et enfin, une filière étudiant-entreprendre qui permet en 5e année de poursuivre un projet de création d'entreprise. L'INSA Lyon est une école particulièrement tournée vers l'international. Aujourd'hui, l'international est absolument incontournable. Et donc, pour cela, il y a 200 universités avec lesquelles on est partenaire. Tous les étudiants de l'INSA partiront à l'étranger au cours de leurs 5 années de formation. Et nous accueillons plus de 30% chaque année d'étudiants internationaux. Alors l'INSA, c'est une grande école d'ingénieurs et c'est aussi un centre de recherche internationalement reconnu avec 23 laboratoires de recherche, de nombreuses équipes de recherche qui partagent et diffusent leurs travaux de recherche auprès de la communauté internationale. Il y a 150 thèses soutenues par an et 700 publications dans les meilleurs journaux scientifiques et 1500, 1300 communications internationales. Donc, nous sommes au cœur d'un immense campus que vous avez peut-être déjà visité, qui fait 100 hectares. Nous avons 230 000 m² de bâtiments INSA. Et vous avez peut-être vu le voir quand vous êtes arrivé sur le campus, il y a de nombreux travaux. C'est dans le cadre du plan campus, un grand plan immobilier, un grand plan en faveur de l'immobilier universitaire, qui est le plus grand, un des plus importants, enfin l'un des plus importants de France, qui permet de rénover, réhabiliter ou même construire des bâtiments pour vous offrir un campus plus confortable et plus durable. L'INSA Lyon propose le gîte et le couvert, donc commençant par l'hébergement. Donc nous avons 11 résidences sur le campus, certaines sont visitables aujourd'hui, la résidence D, juste à proximité de l'espace où nous nous trouvons. Donc 11 résidences et l'hébergement est proposé de droit à tous les élèves de première et de deuxième année dans les résidences A et B qui se trouvent à l'extrême est du campus, à côté du département de formation initiale au métier de l'ingénieur. Donc voilà, 11 résidences qui vous permettent de rester sur le campus et voilà, d'habiter sur le campus. 4 restaurants vous sont proposés qui vous offrent à manger du matin, midi et soir, du lundi au dimanche, soit 1 million de repas proposés par an. L'INSA est connue aussi pour sa vie associative extrêmement riche, avec une immense maison des étudiants que vous pouvez aussi aller visiter aujourd'hui, qui est gérée par le bureau des élèves. D'ailleurs, vous avez le président du bureau des élèves tout au fond de la salle qui aujourd'hui coordonne les 200 bénévoles en sweat ou t-shirt rouge qui sont bénévoles et qui vous proposent des visites, qui vous proposent de vous informer et qui sont là aujourd'hui. Donc on remercie le BDE pour son dynamisme et son intérêt à cette journée. Et donc voilà, le bureau des élèves qui est extrêmement investi dans la vie de tous les jours, dans la vie du quotidien. Et c'est le plus grand BDE de France, d'ailleurs, on peut le dire. Je vais parler maintenant plus précisément de la formation INSA. Alors, lorsqu'on interroge les étudiants qui arrivent à l'INSA, on se rend compte qu'ils ont finalement une idée assez vague de ce qu'est le métier de l'ingénieur. Donc, je vous en propose ici une définition. Donc, c'est la définition de la commission des titres d'ingénieur. C'est la commission indépendante qui nous habilite à délivrer un diplôme reconnu par l'État. Donc, voici la définition. Je vous laisse en prendre connaissance.
Ce qu'il faut en retenir, c'est que le métier d'ingénieur est en constante évolution grâce aux progrès scientifiques et techniques, à l'évolution des besoins de l'entreprise, à la diversification du marché de l'emploi et à la demande sociétale. Il exerce son activité dans des secteurs diversifiés, souvent dans un contexte international. Et en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que l'ingénieur doit avoir une solide culture scientifique et un ensemble de savoirs techniques, économiques et humains. Voici l'offre de formation en résumé. Donc on intègre l'INSA en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année. Donc en première année avec un bac S ou un bac STI-STL. On peut aussi, donc je le disais, intégrer l'INSA ensuite en deuxième année. En troisième année, donc, on intègre les départements de spécialité qui sont listés ici, donc bio, GCU, donc voilà, vous les avez, ils sont listés ici. Vous pouvez les rencontrer dans les stands, dans l'espace qui se trouve au niveau 0 de cet espace. Et à la fin de la cinquième année, on peut décider de travailler directement ou de poursuivre ses études avec un doctorat ou un master spécialisé. La formation est pensée en continuum des enseignements sur 5 ans. Les types d'enseignements évoluent de la première à la cinquième année. Sur la partie formation initiale au métier de l'ingénieur, donc soit les 2 premières années, il y a davantage de sciences fondamentales, maths, physique, chimie, etc., qui sont des prérequis nécessaires à tous les ingénieurs. Ensuite, à partir de la 3e année, une part plus importante est faite aux sciences appliquées, selon la spécialité que vous aurez choisie. Et une part importante aussi est donnée aux sciences humaines et sociales, au sport, au stage, au projet. Et elle est la même de la première à la 5e année. À la sortie de l'INSA, les compétences de l'ingénieur INSA sont celles-ci. En quelques mots, l'ingénieur INSA a une solide base scientifique. Il maîtrise son champ scientifique dans la spécialité qu'il aura choisie. Il maîtrise les méthodes et outils de l'ingénieur, il s'adapte, il prend en compte les différents enjeux professionnels, il est prêt à travailler dans un contexte international et il a des valeurs humaines et citoyennes. Nos diplômés n'ont aucune difficulté à trouver de l'emploi. Voici les chiffres de l'enquête placement 2018. Ils trouvent du travail en moins d'1 mois. 60% d'entre eux ont déjà trouvé un emploi avant même d'être diplômés. 97% recommandent l'INSA pour 2 paramètres, la qualité de la formation et la vie étudiante. En tout cas, même si le marché de l'emploi reste relativement favorable, de nombreux étudiants décident de poursuivre en thèse ou en master spécialisé pour 20% d'entre eux. Je vous invite à aller sur le site dinsastories.fr qui vous présente un certain nombre de portraits de nos diplômés. Certains ont des parcours classiques, d'autres ont des parcours atypiques. Nous avons des champions olympiques, des start-upers, des PDG, des chercheurs. Découvrez toutes ces histoires de nos INSA. Vous verrez ce qu'ils ont fait après l'INSA et vous pourrez imaginer ce que vous pourrez devenir si vous faites l'INSA. Et je vais terminer avec une note pragmatique. Nous sommes une école publique, donc les frais ministériels de scolarité, c'est 601 € par an. C'est exonéré pour les boursiers du Crous. À noter cette année une nouveauté, tous les lycéens boursiers qui intégreront l'INSA auront une bourse d'installation, boursiers sur critères sociaux, auront une bourse d'installation de 500 € à l'entrée de l'INSA. Ensuite, si vous décidez d'intégrer l'INSA et que vous voulez faire une section artistique ou sportive, il faudra compter un supplément. Et voici 230 € si vous décidez de loger dans les résidences qui vous sont proposées et la restauration entre 150 et 180 € en fonction de ce que vous déciderez si vous mangez 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Catherine, directrice du département formation initiale au métier de l'ingénieur. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter, ma présentation va être en 2 temps. Je vais d'abord vous présenter le département formation initiale au métier d'ingénieur et vous dire un petit peu ce qui vous attend dans les 2 prochaines années si vous intégrez l'INSA et en particulier l'INSA Lyon.
Et à la fin de ma présentation, bien sûr, je présenterai aussi le processus d'admission dans les INSA. On vous a parlé d'un processus d'admission première, deuxième, troisième, quatrième année. Moi, je vais me concentrer sur la première et la deuxième année. Pour la troisième et quatrième année, vous allez voir les départements de spécialité. Donc, le département formation initiale au métier d'ingénieur, dit FIMI, accueillera en septembre 2019 la 63e promo de l'INSA. Et bien entendu, aujourd'hui, nous avons la 62e promo de l'INSA. Et je pense qu'il est important de vous présenter un petit peu le visage de cette 62e promo. Vous montrer aussi que tous ces mots qu'on parle de diversité, d'ouverture, c'est une réalité. Et que nos élèves, quand ils rentrent à l'INSA de Lyon, ils ont effectivement autour d'eux des élèves qui sont d'origine et d'horizons très divers et variés. Donc si on regarde, première année à l'INSA Lyon, 854 élèves sur les bancs des amphis et dans les classes. Ces élèves, bien sûr, pour majorité, sont des étudiants français qui ont eu un bac scientifique, donc ils sont passés par un cursus tout à fait français, ils sont majoritaires, mais à côté de ça, on a un certain nombre d'élèves qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Donc si vous regardez, on accueille des élèves qui ont des bacs internationaux, donc bac internationaux, bac européen, bac franco-allemand, mais aussi des élèves qui ont eu un cursus scolaire dans leur pays d'origine ou dans un autre pays peut-être de leur pays d'origine, mais en tout cas dans des lycées qui ne sont pas des lycées français, donc on n'a pas de bac S. Donc on accueille aussi un certain nombre de ces élèves-là. Et si vous regardez, sur nos 854 étudiants, on en a 202 qui sont de nationalité étrangère, ce qui représente à peu près 23-24% de nos élèves. Presque un quart de notre population étudiante en première année provient d'une partie du monde qui n'est pas la France. Ces étudiants étrangers sont représentés par 44 nationalités différentes. Donc, on va entendre parler sur le campus et en première année toutes les langues, enfin pas toutes les langues, mais beaucoup de langues différentes. Donc on voit déjà que nos élèves, même s'ils ils ont suivi un parcours français, donc les bacheliers S, la majorité d'entre vous qui êtes devant moi, vous allez baigner dès votre entrée en première année dans un milieu interculturel et international de par le fait que vous allez travailler et échanger avec des élèves qui suivent le même cursus que vous, mais qui sont étrangers et qui ont suivi un cursus de lycée différent du vôtre, avec une culture qui n'est pas la même que la vôtre. La diversité, c'est aussi la diversité de genre, et nous sommes assez fiers ici à l'INSA de dire qu'on est une école d'ingénieurs qui a un pourcentage de filles relativement élevé, puisqu'aujourd'hui, en première année, elles sont 45% parmi nos élèves. Alors je voudrais préciser, parce que c'est des questions qui nous sont posées, on a 45% de filles et pour autant nous ne faisons pas de discrimination positive au moment de la sélection. On a 45% de filles parce qu'on a énormément de filles qui candidatent chez nous et des filles qui ont un niveau scolaire suffisant pour poursuivre en école d'ingénieur. C'est important, c'est une richesse, hein, c'est bien d'avoir de la mixité de genre dans les classes et dans les projets, donc ça apporte vraiment un plus. On a de la diversité aussi, donc on l'a vu, des cursus étrangers, mais on accueille aussi des élèves qui n'ont pas un bac S, qui ont fait un bac STI2D STL, donc on a 26 de nos élèves qui ont fait un bac STI2D STL. Ils sont dans une filière spécifique, mais j'y reviendrai. Et enfin, on a des sportifs de haut niveau, puisqu'on a une filière dite SHN, et donc on accueille en première année cette année 25 sportifs de haut niveau. Bien sûr, on est aussi attentif à la diversité sociale, hein, on l'a vu, dans le modèle INSA, c'était important, donc on va avoir un certain nombre de partenariats dans la région Rhône-Alpes, Auvergne, avec des lycées, pour essayer de favoriser, ou en tout cas de faire en sorte que des lycéens peut-être de classes plus modestes, dans des lycées de banlieue, ne s'auto-censurent pas et candidatent dans des écoles d'ingénieurs, et en particulier à l'INSA. On met en place des accompagnements spécifiques. Et donc, on a un taux de boursiers relativement important, je crois, il me semble, hein, mais je n'ai pas le chiffre exact, c'est autour de 20% au niveau de l'INSA Lyon.
Donc voilà le visage de cette première année. Alors 854 élèves, c'est important. Donc comment sont-ils répartis quand ils intègrent la première année d'INSA? Donc c'est un département sans spécialité, je vais en parler après. Donc c'est une formation générale, c'est les 2 premières années de la formation de l'école d'ingénieurs. Et cette formation, tous nos élèves doivent avoir un socle commun. Et donc ce socle commun se fait sur 1 ou 2 années suivant les INSA. Nous à Lyon, c'est sur 2 années. Donc ces 854 étudiants sont répartis dans différentes filières. Donc on voit d'abord qu'on a la filière classique, dite classique. Donc c'est la filière qui va accueillir des bacheliers S, donc des étudiants français ou étrangers, mais qui ont suivi un cursus dans un lycée français et qui ont un bac français. Cette filière représente une bonne moitié de nos élèves. Dans cette filière classique, elle est elle-même divisée en lanières, et donc la lanière représente 100 élèves et représente le groupe d'amphi. Donc nos amphis, nos élèves vont avoir des cours d'amphi, on est dans l'enseignement supérieur, mais ces cours d'amphi en première et deuxième année sont à taille humaine, puisque les amphis ne sont au maximum 100 élèves participeront à ces amphis. Quand ils vont passer en département de spécialité, les amphis seront parfois un peu plus conséquents, mais ça dépend de la spécialité. Ça, c'est le groupe, la lanière. Et puis après, derrière, on a le groupe classe. Donc, on va créer des groupes classes, ce que vous connaissez aujourd'hui au lycée. Et la taille du groupe classe, actuellement, c'est de l'ordre de 25 élèves. Donc, lorsque vous êtes, comme vous êtes au lycée aujourd'hui, vous êtes avec un groupe de 25 élèves et un enseignant. Dans les filières, alors j'ai parlé de la filière classique, des lanières, des groupes. Nous avons aussi des filières internationales. Parallèles à cette filière classique, on a des filières internationales. J'expliquerai un petit peu ce qu'il en est de la composition de ces filières internationales. Elles sont au nombre de 4. Donc on a Amerinsa, Asinsa, Eurinsa. Donc dans ces filières internationales, l'enseignement est dispensé en français. On a une 4e filière internationale qui s'appelle SCAN, Sciences Anglais, où là, l'enseignement de tous les cours, excepté en LV2, sont dispensés en anglais. Donc il faut bien évidemment avoir un très bon niveau d'anglais pour pouvoir intégrer cette filière lorsqu'on provient d'un bac S et d'un lycée français. On a aussi, donc j'en ai parlé, des sportifs de haut niveau. Donc ces sportifs de haut niveau sont dans une filière spécifique. Pourquoi ils sont dans une filière spécifique? Simplement parce que leur parcours est aménagé et ils vont faire ces 2 premières années en 3 ans, de sorte à pouvoir dégager du temps libre dans leur scolarité. Ils pourront ainsi s'entraîner et participer à toutes les compétitions qui sont inhérentes à leur projet sportif et à leur niveau sportif. Et la dernière filière que nous avons, c'est la filière FAS, Formation Active en Sciences, qui est une filière spécifique pour les étudiants qui ont un bac STU 2D, SCL. Les étudiants qui ont fait un bac STU 2D, SCL ne sont pas mélangés avec les autres étudiants. On va les mettre dans une filière particulière de façon à leur apporter des compléments et une pédagogie un petit peu particulière pour les amener à pouvoir intégrer n'importe quel département à l'issue des 2 années et de pouvoir poursuivre leur parcours d'élèves ingénieurs. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je pense que c'est important, je le dis un peu maintenant, parce qu'il faut avoir conscience que lorsque vous rentrez à l'INSA et que vous rentrez à l'INSA en première année, vous êtes élève ingénieur dès la première minute que vous rentrez sur l'INSA. Donc tous les enseignements et tout ce que vous allez vivre pendant ces 2 premières années, même si vous avez l'impression que c'est du tronc commun, c'est de la formation d'ingénieur. On a nécessité de vous donner toutes les bases nécessaires pour que vous puissiez ensuite, dans votre carrière, évoluer. Alors, je vous ai marqué ici, sur la droite de mon transparent, vous voyez que le groupe d'amphi, c'est à peu près 100 élèves. Le groupe classe, c'est 25 élèves. Je vais en parler après. On a un enseignement pratique relativement conséquent et le groupe de travaux pratiques ou de projets, l'ordre de grandeur, et ça dépend des travaux pratiques et des projets, ça va être entre 8 et 24 élèves, en passant par 12, 16, on aura toutes les configurations possibles, mais ça dépendra de ce qu'on veut faire. Vous avez bien entendu des cours de langue à l'INSA, et ces cours de langue, ce ne sont pas des cours de langue par groupe classe. On va recréer des groupes pour les cours de langue, ce sont des groupes de niveau, et donc les groupes de langue vont être entre 12 et 16 élèves en fonction de la langue et en fonction du niveau dans lequel vous êtes, pour la LV1 et ou la LV2.
J'ai oublié d'en parler, on vous en a parlé tout à l'heure, il y a aussi des sections artistiques qui existent, donc musique-études, art plastique-études, théâtre-études, danse-études. Vous voyez que ces sections artistiques existent dans la filière classique. Donc si vous voulez intégrer une de ces sections, il faut être a priori dans la section, la filière classique. Musique-études existe dès la première année, donc vous pouvez intégrer musique-études en première année. Pour les autres sections artistiques, elles n'apparaissent pas sur Parcoursup, mais elles existent simplement, elles sont offertes à nos élèves à partir de la deuxième année. Alors je vais parler un petit peu plus précisément des filières internationales. Comment ces filières internationales sont-elles constituées? Donc, dans ces filières internationales, on a des étudiants français, vous peut-être, qui êtes très intéressés par le côté international et interculturel. Alors, je précise, si vous êtes dans la filière classique, bien évidemment, vous allez avoir des enseignements de langue, d'interculturalité, et même tout au long de votre formation d'ingénieur. Donc oui, quelle que soit la filière que vous allez choisir, vous allez avoir une formation à l'international et à l'interculturel. Mais on sait que certains de nos élèves ont vraiment une appétence particulière pour ce côté-là et ils veulent aller plus loin. Donc on leur offre la possibilité d'intégrer ces filières internationales. Donc 50 à 70% sont des étudiants français avec un bac S. Mais on accueille aussi des étudiants étrangers, je vous en ai déjà parlé. Et donc ces étudiants étrangers, ils vont intégrer, pour la grande majorité, ces filières internationales. Donc, dans la filière Amerinsa, on va accueillir des élèves étrangers qui proviennent d'Amérique latine. Pour la filière Asinsa, ce seront des étudiants étrangers d'Asie, mais principalement Chine et Vietnam. Pour la filière Orinsa, comme son nom l'indique, ce seront des étudiants européens, mais au sens Europe géographique. Pour la filière SCAN, qui est la filière où les enseignements sont dispensés en anglais, on n'a pas de zone géographique particulière pour les étudiants étrangers, donc ils peuvent provenir d'un petit peu partout dans le monde. Mais généralement, ces étudiants ont plutôt suivi un cursus anglo-saxon ou anglophone. Et donc, ce sont des étudiants d'un peu partout, mais qui sont anglophones à la base. L'idée de ces filières internationales, c'est de renforcer parmi nos élèves ce côté international et interculturel. Et ça commence par le fait de travailler et d'être en immersion avec des étudiants qui proviennent d'un peu partout et avec des cultures différentes. Donc pour nous, c'est le moment de vous confronter au moment de vos études à d'autres cultures et pas seulement pour les loisirs. C'est un enrichissement personnel et ça permet de vous développer, en particulier sur le côté contact avec l'autre. C'est aussi être capable ensuite de commencer à vous former pour être capable d'être des ingénieurs qui pourront s'intégrer et diriger des équipes internationales ou travailler avec l'international. C'est bien de connaître une langue, c'est bien de savoir échanger dans la langue du pays avec lequel on travaille. C'est mieux si on connaît la culture et si on s'est vraiment imprégné de toutes les différences qu'il peut y avoir. Alors j'ai parlé, l'international, j'ai dit c'est important dans les filières internationales. Je voudrais simplement mettre en avant le fait que ce n'est pas parce que vous êtes dans la filière classique que vous n'allez pas être avec des élèves étrangers et que vous n'allez pas être baigné dans un univers interculturel. Déjà, les filières, elles sont pas dans des bâtiments différents. Donc, de toute façon, vous les croisez, ces étudiants étrangers qui sont dans les filières internationales. Et d'autre part, vous avez aussi des élèves étrangers dans la filière classique. Alors, ce sont plutôt des élèves étrangers qui sont francophones. Et donc, on va principalement trouver les élèves qui proviennent du Maghreb, de l'Afrique noire francophone, du Moyen-Orient, donc tous ces pays qui culturellement étudient ou ont encore des enseignements en français ou encore leur langue française comme langue première. Voilà. Donc on va retrouver aussi pas mal d'étudiants étrangers dans la filière classique, à peu près 10% des étudiants de la filière classique. Quelle que soit la filière que vous intégrez, et j'insiste sur ce point-là, que vous soyez en filière internationale, que vous soyez en section artistique, que vous soyez dans la filière SHN ou en face, que vous soyez dans la filière classique, l'enseignement scientifique et technique et humain qu'on va vous dispenser est le même. C'est-à-dire que les exigences qu'on aura en filière internationale, en maths, en physique, en LV1, seront exactement les mêmes que celles que vous auriez dans la filière classique. On veut que tous nos élèves, quelle que soit la coloration qu'ils vont avoir, aient un socle commun, aient une base qui leur permettra, dans leur métier futur, d'évoluer.
On vous l'a dit, hein, le métier d'ingénieur est un métier, et ce n'est pas un métier, ce sont des métiers. Et donc, ce sont des métiers en perpétuelle évolution. Donc, nous, ce qu'on va vous apporter, c'est les bases nécessaires pour pouvoir évoluer tout au cours de votre carrière en fonction des opportunités, des évolutions du marché, des évolutions des problématiques, etc. Donc, vous allez avoir une base commune qui soit scientifique et technique. Vous serez des ingénieurs, hein, malgré tout, mais humaine. Et le côté humain, j'insiste, c'est un côté très important, puisque c'est bien d'être bon scientifiquement et techniquement, mais il faut être capable de diriger des équipes, de pouvoir échanger. Et voilà, le côté humain, c'est très important. Donc, vous allez avoir des enseignements d'humanité. On vous en a parlé déjà, et de toute façon, de la première à la 5e année, ça représente minimum 20% de vos enseignements sont des enseignements autour des humanités. Donc les enseignements d'humanité, on le verra, c'est tout ce qui est autour des langues, de l'international, tout ce qui est autour des SHS et de la responsabilité sociétale ou de la connaissance de l'entreprise, et tout ce qui est autour, ça peut être de la créativité aussi, et bien sûr, il y a le sport. Et le sport est obligatoire de la première à la 5e année. Et au-delà d'une pratique sportive, vraiment, ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on fait du sport à l'INSA, on ne fait pas que du sport pour le plaisir du sport. On fait du sport et on va développer des compétences qui vous seront utiles en tant qu'ingénieur. Des compétences de connaissance de soi, des compétences de connaissance de l'autre, de l'interaction avec le groupe, etc. Donc il y a vraiment derrière un projet pédagogique derrière le sport. Donc allez voir le centre des sports, ils vous expliqueront tout ça mieux que moi, mais voilà, c'est vraiment important. Et donc quand je dis ça, je dis sport obligatoire, des objectifs pédagogiques, donc avec un développement de certaines compétences. On se doute bien que du coup, tous nos élèves doivent faire du sport, et donc il n'y a pas de dispense de sport à l'INSA. C'est-à-dire que dans le cas où vous êtes dans la capacité de faire un sport pour des raisons de santé ou diverses et variées, vous aurez l'équipe de sport met en place avec vous du sport adapté à votre situation. Donc tous nos élèves font du sport à l'INSA. Au-delà des enseignements, donc scientifiques, techniques, humains, on va aussi faire en sorte que vous continuiez à vous développer, à grandir, à acquérir des compétences qui vous seront utiles dans votre futur métier ou dans votre vie personnelle d'une manière générale, au travers de toutes les activités culturelles que vous pouvez, sportives, diverses et variées que vous pouvez avoir sur le campus. Donc pour nous, c'est important que vous continuiez de vivre et que vous participiez à toute cette vie de campus, même en dehors du campus, hein, vous pouvez aussi avoir des passions et des activités en dehors du campus, mais il faut que vous continuiez ça, et on sait que vous apprenez beaucoup à travers ces associations. Je vais en parler, j'en ai déjà parlé, une part importante de la formation aussi à l'INSA, c'est de développer la relation au concret. On va vous faire des enseignements théoriques, c'est sûr, de haut niveau, mais on veut que vous gardiez le côté concret, et que vous soyez capable de comprendre ce qu'est fabriquer un objet. Donc vous allez avoir pas mal d'enseignements, de travaux pratiques, de conception, de production, de mise en situation, de projets, etc. Donc ça, c'est une force de l'INSA, et ça démarre dès la première année. Alors, je vais parler un petit peu des matières que vous allez avoir en première et en deuxième année, mais avant, je voudrais parler aussi des formes pédagogiques. Donc, j'en ai un petit peu parlé, puisque je vous ai dit, comme dans l'enseignement supérieur, vous allez avoir des cours d'amphi. Alors oui, vous avez des cours d'amphi, mais vous n'avez pas que ça. Et ils ne sont pas en nombre très important. Vous avez aussi ce qu'on appelle les travaux dirigés, très traditionnels. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez vécu au lycée. Mais vous avez aussi plein d'autres pédagogies, diverses et variées, qui vont développer chez vous des compétences qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on développe dans les cours d'amphi ou ce qu'on développe dans les TD traditionnels. Donc vous avez par exemple de la pédagogie par projet, vous avez de l'apprentissage par problème, on va faire aussi parfois des classes inversées, on va vous faire des projets d'ingénierie pluridisciplinaire, etc. Donc vraiment, on essaye le plus possible de diversifier, il y a aussi des activités d'autonomie, de diversifier toutes ces activités pédagogiques pour faire en sorte que vous développiez des compétences, et sachant aussi que, suivant un individu, on sera plus sensible à telle ou telle forme de pédagogie. Je l'ai dit, des mises en pratique
Donc à travers des travaux pratiques, des ateliers, des mises en situation, et ça va de la conception à la fabrication. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, si vous venez d'arriver ou si vous avez eu le temps de vous promener, mais je vous invite, donc le département FIMI ouvre ses portes de ces différentes plateformes de TP et d'aller découvrir ce que vous allez pouvoir pratiquer de vos mains dans les 2 premières années à l'INSA. Donc ça sera la plateforme de TP de physique, la plateforme de chimie. Vous pourrez aussi visiter le centre informatique et discuter bien sûr avec des enseignants qui enseignent ces matières-là. Donc vous pourrez voir un petit peu ce qu'on attend de vous en termes de travaux pratiques. Et bien sûr, vous aurez aussi la possibilité de visiter l'atelier de production, qui est un atelier, moi je pense qu'il vaut le coup d'œil, parce que c'est un des ateliers de production le plus spectaculaire, entre guillemets, de par le nombre de machines, le nombre de possibilités de ce que vous pouvez faire dans une école post-bac, au moins dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc n'hésitez pas à aller voir ces plateformes de TP. Alors, les enseignements. Quels sont les enseignements que vous allez avoir et qui sont valables quelles que soient les filières. J'ai bien dit, l'enseignement de base, il est le même pour tous. Non seulement vous avez les mêmes matières, mais vous avez les mêmes exigences. Donc, dans le domaine scientifique et des sciences de l'ingénieur, vous allez bien sûr, on est une école d'ingénieur, donc vous allez avoir des mathématiques. Vous allez avoir aussi ce que nous on appelle des outils mathématiques pour les sciences de l'ingénieur. Vous aurez de la physique, de la mécanique, de la chimie, donc ça c'est des choses que vous connaissez. Ce que vous connaissez un peu moins et que vous découvrirez, c'est l'enseignement de la thermodynamique. Et puis ça c'est vraiment les sciences fondamentales, les sciences générales dont a besoin n'importe quel ingénieur, quelle que soit sa spécialité dans le futur. Ensuite, vous avez des enseignements qui sont plus, on va commencer dès la première année à avoir des enseignements qui sont plus sciences de l'ingénieur. Alors, il y a l'informatique. L'informatique, je ne sais pas trop où le situer, parce que l'informatique, c'est à la fois les deux. C'est à la fois une science fondamentale et c'est à la fois une science de l'ingénieur. Tout dépend comment vous l'abordez et les projets qu'on fait avec vous en informatique. Donc, c'est à la fois les deux. Et en sciences de l'ingénieur, vous allez avoir nécessairement de la conception. Donc, dès la première année, vous allez dessiner des pièces, des systèmes, et de la production dès la 2e année. Donc, non seulement vous allez concevoir des pièces et des systèmes, mais vous allez les réaliser, les fabriquer. Vous serez sur les machines-outils, vous serez en construction métallique ou sur les imprimantes 3D pour fabriquer ce que vous avez conçu. Du côté des humanités, ce qui est standard, ce qui est commun à l'ensemble des filières et de toutes les sections, c'est un enseignement en première année et 2e année. Après, dans les spécialités, ça se diversifie, mais en première et 2e année, c'est ce qu'on appelle culture, sciences et société. Donc, vous n'avez plus de français tel que vous le vivez aujourd'hui au lycée, ou vous l'avez vécu au lycée, vous n'avez plus de philosophie non plus en tant que tel. C'est tout intégré dans cet enseignement dit culture, sciences et société. Donc, c'est un enseignement qui vous permet de vous questionner autour des questions de ces sociétés, qui vous apprend aussi... quelque part, ces objectifs, c'est de vous apprendre à argumenter, à vous faire votre propre opinion sur un certain nombre de sujets, etc. Commencez à développer votre esprit critique, développer votre propre façon de penser. Vous avez bien sûr un enseignement de langue, l'international est là, donc vous allez avoir un enseignement de langue. Donc vous avez une langue vivante 1 qui est obligatoire pour tous les élèves. Et cette langue vivante 1, c'est principalement l'anglais, sauf... si vous avez atteint un niveau suffisant, donc le niveau qui est requis pour obtenir le diplôme, donc à ce moment-là, vous pouvez être dispensé d'anglais et commencer une autre langue, ou poursuivre une autre langue, qu'on appellera LV1. Et bien sûr, j'en ai déjà parlé, du sport. On va vous dispenser aussi quelques enseignements d'outils et méthodes de l'ingénieur, en particulier en première année. Donc ce sont, pas forcément qu'en première année d'ailleurs, je dis des bêtises, ça sera en première et en 2e année, donc des outils autour du numérique. Donc aujourd'hui ils existent et ils vont monter en puissance puisque le numérique c'est un incontournable dans votre futur métier. Bien sûr, vous avez aussi des enseignements de recherche documentaire et derrière cette recherche documentaire, ce sont des compétences informationnelles qu'on va essayer de développer chez vous. Donc, les compétences informationnelles ne seront pas les mêmes en première année, en 2e année, en 3e année, en 5e année, bien sûr. Mais petit à petit, on va vous développer, savoir faire une recherche documentaire satisfaisante, être critique par rapport à ce que vous avez trouvé, etc.
Donc ça, c'est plutôt des champs disciplinaires. Et bien sûr, on essaye de faire parler les disciplines. Et donc, on a des enseignements transversaux. Donc, il est important de comprendre que lorsque vous serez ingénieur dans un domaine, certes, mais vous serez obligé de faire parler toutes les disciplines qui pourront amener à bien votre projet que vous aurez ou les projets que vous aurez à mener en tant qu'ingénieur. Donc on a un certain nombre d'enseignements, et dès le département FIMI, des enseignements pluridisciplinaires, transdisciplinaires, où on essaye d'avoir une approche à travers différentes disciplines. Donc c'est par exemple le projet pluridisciplinaire d'initiation à l'ingénierie, qui est un projet qui démarre en deuxième année. Donc sur le dernier semestre de deuxième année, vous aurez à choisir entre 8 thèmes, des thèmes qui sont en relation avec ce que vous pouvez découvrir aussi dans les départements de spécialité. Et dans ce projet pluridisciplinaire d'initiation à l'ingénierie, vous allez avoir un projet par groupe projet, donc vous serez plusieurs à travailler sur ce projet. Et l'idée générale, quel que soit le thème, c'est d'aller de la conception à la fabrication d'un objet, d'un système, d'un logiciel, d'un service, un peu plus complexe que ce que vous pouvez faire en production en deuxième année, mais on va aller plus loin. On va bien sûr, en mode projet, on va aussi vous amener des enseignements théoriques ou de spécialité qui permettent d'alimenter et qui vous permettent de mener à bien ce projet. Et dans cet enseignement de projet pluridisciplinaire d'initiation à l'ingénierie, le volet humanité ne sera pas oublié, puisqu'on va vous demander de regarder, d'étudier ce projet dans sa thématique et de regarder quel est l'impact sociétal de cette thématique ou du projet. Donc ça peut être sociétal, ça peut être au niveau environnemental. Vous allez regarder économique éventuellement. Donc vous allez regarder toutes ces dimensions. Donc lorsque vous allez concevoir, on va vous demander de vous questionner sur toutes les dimensions. Il faut que ça marche à la fin, mais pas que. Il faut aussi vous préoccuper de à quoi ça sert, pour qui et ce que ça peut représenter pour la société. On a aussi des enseignements, donc c'est ce qu'on appelle les enseignements sciences humaines. Et j'en parlerai un peu après, ça c'est plutôt pour la filière classique où on essaye de faire parler sur certains enseignements, à la fois des enseignants, vous avez des enseignants de sciences et des enseignants d'humanité pour dialoguer autour d'une problématique générale. On s'intéresse bien sûr à la professionnalisation, et ce dès la première année, puisque à l'issue de la première année, entre la première et la deuxième année, vous avez déjà un stage de découverte de l'entreprise, un stage de 4 semaines à faire dans l'entreprise. Donc ce stage de découverte, vous avez à le chercher vous-même, mais vous avez bien sûr un service des stages qui est là pour vous aider et pour vous épauler. Mais ça fait partie de votre formation aussi de chercher un stage et de le trouver. Vous avez aussi des ingénieurs, donc on a des intervenants extérieurs qui sont des ingénieurs en activité qui viennent vous aider, qui viennent vous parler du métier d'ingénieur, qui viennent vous aider sur cette recherche de stage et qui vont vous aider aussi ensuite en deuxième année qui vont corriger vos rapports de stage et qui vont aussi faire un débriefing avec vous sur ce que vous avez vécu en stage. Bien entendu, ce stage n'est pas un stage au niveau ingénieur, hein. Vous êtes en première année, vous êtes bien élève ingénieur, mais vous n'avez encore pas acquis toutes les compétences pour vous mettre à la place d'un ingénieur. Donc là, vous serez en stage dans une position d'exécutant. Mais pour nous, c'est très important, ce stage, que vous vous rendez compte ce qu'est le monde de l'entreprise en étant un exécutant, un opérateur. Peut-être que vous comprendrez un peu mieux ces personnels-là quand vous serez en position de les manager. Alors, après, vous avez des spécificités suivant les filières internationales, les sections artistiques, la filière classique. Donc, les spécificités, on les voit bien à partir de la coloration. Donc, en filière internationale, on va mettre l'accent un peu plus fort sur l'international, déjà par une LV2. Ensuite, vous aurez des cours autour de l'interculturalité, donc ce qu'on appelle civilisation et culture étrangère. Et pour les élèves les élèves français qui sont dans ces filières internationales, le fameux stage de fin de première année doit se faire nécessairement à l'international. Pour mettre en avant cette coloration plus forte que vous avez en international et en interculturel quand vous êtes dans ces filières internationales, et en plus si vous poursuivez quand vous êtes en département de spécialité, on a
vous pourrez bénéficier, si vous réussissez bien sûr, d'un diplôme supplémentaire qui est un diplôme d'établissement interculturel et international qui met en valeur cette coloration supplémentaire. Pour les sections artistiques, comme son nom l'indique, la spécificité, c'est que vous allez avoir des enseignements autour des arts. Donc déjà, vous aurez un cours d'histoire de l'art, suivant l'art que vous avez choisi. Et vous aurez de la pratique artistique et vous serez épaulé par des intervenants extérieurs qui sont des spécialistes de votre art. Donc ça peut être des musiciens du conservatoire, ça peut être des chorégraphes, etc. Donc suivant ce que vous choisissez, vous serez épaulé par des intervenants extérieurs professionnels. Et vous aurez bien sûr à monter un spectacle ou une œuvre. Pour art plastique, ça sera plutôt une œuvre. Voilà. Comme pour les filières internationales, et en particulier si vous poursuivez dans les sections, dans les spécialités après de département, vous pourrez aussi avoir la possibilité d'obtenir un diplôme d'établissement art-études qui met en avant tout ce côté artistique que vous avez pu développer. La filière classique, on pourrait se dire « Ah, c'est le parent pauvre ». Non, elle a aussi des spécificités, et en particulier dans la filière classique et dans la filière SHN. Alors, la filière SHN, il y a le côté vraiment sportif, mais dans la filière classique, la filière SHN, on va développer un peu plus ce côté connaissance de l'entreprise, avec un cours spécifique, et puis aussi on va travailler un peu plus sur la responsabilité sociétale, avec un cycle de conférences ingénieurs et sociétés, qui est le moyen aussi pour vous aider dans votre projet de formation et projet professionnel, et pour vous montrer un petit peu quels sont les enjeux actuels dans lesquels vous risquez d'être acteur en tant qu'ingénieur dans votre futur proche. Les enjeux de société technique et scientifique, bien évidemment. Alors, les étudiants qui rentrent à l'INSA de Lyon, les élèves de l'INSA de Lyon sont de très bons lycéens, il n'y a pas de problème. Malgré tout, entre le lycée et l'enseignement supérieur, et en particulier à l'INSA Lyon, la marche est relativement haute, et on ne va pas vous demander la même chose que ce que vous viviez au lycée. Donc vous allez vous rendre compte très vite que les exigences ne sont pas les mêmes, que la rigueur n'est pas la même, que le rythme n'est pas le même. Et donc, vous allez peut-être rencontrer un certain nombre de difficultés pour la première fois, ou pas, mais en tout cas, vous allez rencontrer potentiellement, pas tous, certains élèves ont rencontré un certain nombre de difficultés, voire des difficultés d'adaptation. C'est aussi, ça peut être lié aussi au fait que pour la première fois, vous quittez le cocon familial et que vous êtes loin de votre milieu familial. Donc, tous ces éléments font que on a besoin de vous accompagner, parce que notre souhait, le premier, c'est que tous les élèves qui rentrent en première année puissent passer en deuxième année, en troisième année et soient diplômés à la fin. Alors on va voir, ce n'est pas le cas pour tous, mais vraiment, nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde puisse réussir. Donc on va mettre en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement pour vous aider à la réussite. Alors ces dispositifs d'accompagnement, il y en a un certain nombre, ceux que vous voyez là, sont listés, sont des dispositifs institutionnels. Mais j'insiste, ce n'est pas sur ma diapositive. Le premier dispositif d'aide que vous allez rencontrer, ce sont vos camarades. À l'INSA, le mot solidarité est un mot fort, est un mot vrai. Vous allez avoir de l'aide de la part de vos camarades de première année, de deuxième année, voire de département de spécialité. Donc c'est vraiment vers eux déjà que vous allez pouvoir trouver une solution à un certain nombre de vos problèmes. Il n'y a pas de concurrence, on n'a pas de concours, on ne prépare pas un concours, vous êtes tous rentrés, normalement vous avez tous votre place en deuxième année, donc il n'y a pas de raison, donc vous pouvez vraiment vous serrer les coudes et vous aider mutuellement à apprendre des uns les autres. Après, ce n'est pas forcément suffisant, donc l'établissement a mis en place des dispositifs différents et variés qui peuvent répondre en fonction des besoins des élèves qui rencontrent des difficultés. Et j'insiste, ce n'est pas tous nos élèves qui rencontrent des difficultés, c'est un certain nombre, mais malgré tout, il faut être là pour les aider. Donc la première chose, c'est que nous avons un enseignant référent, et donc cet enseignant référent, c'est pratiquement l'équivalent de votre professeur principal que vous connaissez au lycée. Donc c'est votre interlocuteur premier au niveau de votre groupe lanière ou filière. Vous avez aussi vous pouvez avoir, si vous rencontrez des difficultés
scolaire, alors pour le coup scolaire, qu'il soit disciplinaire ou méthodologique, vous pouvez obtenir du soutien disciplinaire qui peut être dispensé par les enseignants de sciences, donc quelques heures de soutien. Et surtout, on a mis en place un dispositif qu'on appelle tutorat passerelle. Donc ce sont des élèves de départements de spécialité qui sont passés par le département FIMI, qui connaissent bien ce que vous vivez et qui sont là pour vous faire du soutien scolaire, voire méthodologique, pour vous aider à surmonter les difficultés que vous rencontrez par rapport à ce qu'on vous demande et pour bien comprendre la différence entre ce qu'on vous demandait au lycée et ce qu'on vous demande aujourd'hui dans le supérieur. Donc ces étudiants qui sont du tutorat passerelle, ce sont des étudiants que nous recrutons, que nous formons à un minimum, qui s'engagent à faire une formation de qualité et donc de préparer les séances, etc. Donc qui sont déjà semi-professionnels sur ce champ-là. On a aussi des ateliers méthodologiques, donc qui sont facultatifs, qui sont ouverts à tous les élèves qui le souhaitent. Donc on en fait plusieurs dans l'année et c'est le nombre qu'on ouvre, c'est un peu en fonction de la demande. Donc on a des ateliers méthodologiques en sciences qui sont encadrés et animés par des enseignants de sciences, maths, physique, chimie. Ce ne sont pas des ateliers disciplinaires, on ne va pas vous refaire de la chimie ou des maths ou de la physique, on va vraiment vous apprendre à aborder un problème. Pourquoi un cours d'amphi, comment travailler un cours d'amphi, comment aborder des exercices en travaux dirigés, ce qu'on peut en tirer, etc. Comment préparer une évaluation. Donc c'est vraiment méthodologique et c'est valable quelles que soient les sciences, donc c'est vraiment valable pour toutes les sciences. Nous avons aussi des ateliers de rédaction de CV et lettres de motivation. Donc ça, c'est pour vous aider dans vos recherches de stage, qui sont animés par des ingénieurs en activité. Par notre cellule d'accompagnement personnalisé qui est constituée de 2 conseillères d'orientation psychologues, nous ouvrons aussi des ateliers gestion du temps et gestion du stress pour vous aider à vous organiser, à ne plus à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et à vos difficultés. Depuis cette année, ça n'apparaît pas sur mon transparent, mais depuis cette année, nous avons ouvert 2 nouveaux ateliers qui répondent à un besoin. Le premier atelier, il est lié à l'alimentation, donc c'est comment s'alimenter pour rester concentré. Et le deuxième atelier, c'est quelle alimentation pour affronter l'hiver. Alors vous allez me dire, pourquoi on a ouvert ça. Alors le premier, c'est simplement parce que pour un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes plus dans le milieu familial et on se rend compte, et vous vous rendez compte vous-même, puisque vous êtes demandeur de ce genre d'atelier, que votre alimentation n'est pas forcément des plus saines et des plus adaptées. Donc on est là pour vous aider et pour vous donner un petit peu des clés. Le deuxième atelier, quelle alimentation pour affronter le froid, c'est surtout vis-à-vis de notre population étrangère qui provient des pays chauds, donc des DOM ou d'autres pays chauds, qui rencontrent pour la première fois l'hiver et les températures telles que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas toujours facile pour eux. Et on sait que l'alimentation peut les aider à surmonter ces périodes de froid. Donc ces ateliers sont animés à la fois par nos conseillères d'orientation psychologue, mais aussi par notre médecin, puisque, vous le voyez à la fin, nous avons un service médical pour les élèves, pour les étudiants. Donc avec infirmière, avec un médecin et un psychiatre. En parallèle donc à ces ateliers, vous pouvez aussi avoir une aide personnalisée avec nos conseillères d'orientation psychologue qui vont jouer sur 3 volets. Ça peut être de l'accompagnement méthodologique, ça peut être des conseils pour votre orientation professionnelle, pour votre choix de spécialité ou pour votre réorientation si vous vous rendez compte que finalement l'INSA ne vous correspond pas ou que vous pensez que vous n'aurez pas les capacités de poursuivre. Donc elles sont là aussi pour vous aider dans votre réorientation et bien sûr pour vous aider si vous rencontrez des difficultés personnelles qui n'ont rien à voir avec votre scolarité. Si vous avez des difficultés à vous projeter sur le métier d'ingénieur, avec l'Institut Gaston Berger, on met en place du mentorat. Donc ce sont des ingénieurs qui sont là pour discuter avec vous et pour vous aider à vous projeter, à vous faire comprendre ce qu'est le métier d'ingénieur, les métiers d'ingénieur, et à vous projeter dans votre futur métier. Et enfin, bien sûr, je l'ai dit, on a un service médical et un service social si vous rencontrez des difficultés financières. Alors, par rapport à ces difficultés, j'en parlerai après. Donc, je l'ai dit,
Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde réussisse. Maintenant, on est conscient qu'un certain nombre d'entre vous seront peut-être en situation d'échec à l'issue de la première, voire de la deuxième année. Donc on vous donne ici les chiffres, ce n'est pas caché, hein, ce sont les chiffres de réussite et d'échec, forcément, pour nos élèves qui rentrent en première année et les élèves qui ont passé la première année et qui sont en deuxième année. Donc en 2016-2017, je ne sais pas pourquoi c'est 2016-2017, je pense que c'est les chiffres de l'année normalement, vous avez à peu près 10% de nos élèves qui ont été exclus, 3% qui ont démissionné en cours d'année et qui se sont réorientés. On a à peu près 5% de nos élèves qui ont redoublé leur première année et donc ça fait à peu près 82 à 83% qui passent en deuxième année. En deuxième année, on a un taux d'échec, d'exclusion plus faible, bien sûr, hein. On tombe à 1,7%. On a très peu de démissions et on a un taux de redoublement un petit peu plus élevé qui est de 6-7% suivant les années. Donc on a 91% de nos élèves de deuxième année qui vont passer automatiquement en département de spécialité. On aimerait bien que ces chiffres soient plus proches de 100% pour la réussite. On met tout en place, mais malgré tout, il y a plein de facteurs qui font qu'un certain nombre des étudiants ne vont pas réussir. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous rencontrez des difficultés financières, vous avez un service social, mais sachez aussi que vous avez plein d'aides, hein, et on a notamment des bourses. Donc, vous avez bien sûr la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, donc c'est la bourse Crous. Vous avez des prêts étudiants, vous avez la possibilité d'avoir de l'aide au logement, par exemple la FPL. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un garant. Si vous n'avez pas de garant dans votre famille, personne qui peut se porter garant autour de vous. Voilà, donc tout ça existe, et ça existe quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur que vous allez intégrer à l'issue de votre première année. Ensuite, il existe des bourses qui sont très spécifiques et spécifiques à l'INSA Lyon. Donc l'aide au mérite, c'est des bourses, par exemple, pour des étudiants étrangers qui ont étudié dans un lycée français et qui peuvent obtenir une bourse au mérite par l'AEFE. Vous avez aussi, on l'a dit, hein, l'international, on insiste, le côté international et interculturel est important, et il est d'autant plus important que, je ne sais pas si on vous l'a rappelé, mais vous avez une mobilité internationale obligatoire tout au long de vos 5 années. Donc à un moment donné, dans votre cursus, vous serez amené à partir au moins 3 mois, plutôt en moyenne 6 mois, dans une université étrangère, ou faire un stage à l'étranger, ou faire un projet de fin d'études à l'étranger. Donc il y a un certain nombre d'aides qui existent d'aides financières pour aider à cette mobilité internationale. Donc il y en a à 2 niveaux. Il y en a une au niveau de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis il y en a une autre au niveau de l'établissement et de la fondation INSA Lyon. Donc c'est la bourse Berger. Pour l'INSA Lyon et la fondation, ils ont aussi ce qu'on appelle les bourses CAPEL, ce sont des bourses sociales d'accueil sur critères sociaux qui viennent aider ceux qui ont vraiment des difficultés financières. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une nouvelle bourse qui a vu le jour cette année, et là qui est pour tous les INSA, qui n'est pas spécifique à l'INSA Lyon. C'est une bourse d'installation qui sera donnée à tous les boursiers du secondaire qui intégreront un INSA. Alors, j'en ai fini pour la présentation de la formation. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions après, hein, et je vais vous parler un peu plus du recrutement. Comment on vous admet en première année et en deuxième année. Le recrutement, c'est un recrutement groupe. Alors, on peut rentrer à l'INSA en première, deuxième, troisième, quatrième année. Le recrutement, c'est un recrutement groupe INSA en première, deuxième et troisième année. En quatrième année, c'est spécifique aux écoles. Moi, je vais vous parler que des recrutements en première et deuxième année. Si vous voulez avoir d'autres renseignements sur le recrutement en troisième et quatrième année, allez voir les départements de spécialité. Si vous voulez rentrer en première, en deuxième année, j'en parlerai un petit peu après, vous pouvez bien sûr candidater sur des filières internationales ou sur des filières à thème, donc les arts-études, les sections artistiques ou les sections sportives de haut niveau. Et ça se ferait au moment où vous rentrez dans le processus d'admission, soit via Parcoursup pour les premières années, soit via le portail des admissions de l'INSA pour la deuxième année. Mais sachez qu'il faudra aussi, à un moment donné, éventuellement vous positionner sur cet intérêt pour ces filières-là.
Alors, le processus de recrutement en première année, que vous soyez Bac S, SCI 2D, SCL, vous le connaissez. Vous devez obligatoirement passer par Parcoursup. Il n'y a aucun recrutement parallèle si vous venez d'un lycée français et si vous êtes inscrit à un bac français. Pour candidater à l'INSA, il faudra payer une cotisation de 95 €. Donc ça, c'est pour pouvoir étudier votre dossier. Le dossier qu'on va vous demander de remplir, les documents qu'on va vous demander de fournir, de télécharger, elle sera unique, quel que soit le nombre d'écoles que vous allez choisir dans le groupe INSA. Il y a 14 écoles dans le groupe, vous n'allez pas télécharger 14 fois ce dossier-là. Vous le faites une fois pour toutes. Vous allez donc saisir les notes de première et terminale. Donc, ce n'est pas vous, en fait, c'est le lycée qui saisit les notes de première et terminale directement sur l'application. On va vous demander un certain nombre de pièces aussi. Vous allez avoir à cocher un certain nombre de choses et vous allez faire un vœu parmi les 10 vœux que vous avez dans Parcoursup. Donc, quand vous allez candidater dans le groupe INSA, vous candidatez pour un vœu. Et bien sûr, après, vont s'ouvrir pour vous des sous-vœux. Donc, vous pourrez candidater sur tout ou partie des écoles du groupe INSA. Donc, tous les INSA, toutes les écoles partenaires. Et ça ne comptera toujours que pour un vœu. C'est-à-dire que même si vous cochez les 14 écoles du groupe INSA, ça n'aura aucun impact sur les 9 autres vœux que vous pouvez faire sur Parcoursup. Donc le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez avoir une chance, si vraiment vous avez envie de rentrer dans le groupe INSA, si vous voulez vraiment avoir une chance de rentrer dans le groupe INSA, bien sûr, cochez le maximum d'écoles du groupe INSA. Ça n'aura aucune incidence, ni sur vos processus d'admission, ni sur les autres établissements que vous aurez mis en vœu, sur les autres vœux. Je profite aussi pour vous dire que ça, c'était une demande des élèves précédents, des candidats précédents. On a ouvert cette année une plateforme, un forum, qui vous permet de discuter directement avec des élèves des différents établissements. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qui se passe, de ce que sont les études, de ce que c'est qu'être élève ingénieur dans une école du groupe INSA. Et je vous invite vraiment à aller sur ce site-là, pour voir quels sont les échanges qui ont lieu. Posez vos questions, vous aurez des réponses. Alors peut-être pas de manière instantanée, parce que derrière il y a du travail quand même, il y a énormément de questions, mais vous aurez des réponses et vous aurez un échange. Et vraiment, c'est important de discuter avec les élèves de ces différentes écoles. Je pense que pour nous, en fait, les élèves ingénieurs, vous en avez rencontré aujourd'hui, et vous en rencontrerez peut-être si vous venez aux entretiens, mais ce sont nos premiers ambassadeurs. C'est eux qui parlent le mieux de l'école, finalement, puisqu'ils sont dedans, ils sont en train de vivre dans cette école. Alors, sur Parcoursup, quel est le calendrier? Parcoursup a ouvert le 22 janvier, et vous avez jusqu'au 14 mars pour faire un certain nombre de vœux, donc vous avez jusqu'à 10 vœux. Jusqu'au 14 mars, vous pouvez changer vos vœux, vous pouvez en rajouter, en éliminer, etc. Donc là, vous pouvez encore vraiment étudier et choisir vos 10 vœux. Ensuite, on va vous demander, à partir du 14 mars, de valider vos vœux, et vous avez jusqu'au 3 avril pour valider vos vœux et saisir les notes et vous acquitter des droits de candidature, alors pour le groupe INSA, mais peut-être pour d'autres écoles aussi. À partir du 14 mars, il est bien évident que vous pouvez confirmer vos vœux, mais vous ne pouvez pas rajouter d'autres écoles, donc il faudra bien le faire avant le 14 mars. À partir du 3 avril, une fois que vous aurez tout rentré, tout ce qu'on vous demande sur vos différents vœux, c'est nous qui allons rentrer, qui allons nous mettre au travail, puisque là, nous allons recueillir toutes les candidatures et nous allons les étudier pour vous faire des propositions qui vont démarrer au 15 mai. Je vous rappelle, Parcoursup, c'est la 2e année, donc le principe, il est un peu le même que l'année dernière. Vous allez recevoir un certain nombre de propositions au fil de l'eau. Donc, il va falloir regarder très régulièrement quelles sont les propositions qui apparaissent sur les écoles pour lesquelles vous avez émis des vœux. Et par rapport à l'an dernier, vous aurez bien sûr des jours de réflexion, quelques jours de réflexion, mais le nombre de jours de réflexion est diminué par rapport au processus de l'an dernier, de sorte à converger un petit peu plus vite que ce qui s'est passé l'an dernier. Et la grande différence aussi par rapport à l'an dernier, c'est que la procédure principale s'arrête le 19 juillet et non pas le 5 septembre. Donc le 19 juillet, normalement, vous êtes fixé sur quelle école vous allez intégrer et pouvoir entamer vos processus de dossier d'inscription dans les différents établissements dans lesquels vous êtes. Et éventuellement, si vous n'avez rien,
rentrer dans le processus secondaire qui va essayer de vous épauler et vous aider à trouver finalement une école ou un établissement ou une université. Allez voir Parcoursup, c'est bien fait, hein, ça vous expliquera. Alors, maintenant je rentre sur le processus de recrutement du groupe INSA. Et je vais d'abord présenter pour les bacheliers S. Donc c'est un recrutement groupe. Je vais vous présenter comment on vous sélectionne et comment on obtient notre classement. Et on obtient un classement unique pour toutes les écoles. C'est-à-dire que chaque école du groupe ne va pas faire son processus d'admission dans son coin. C'est un processus global. Par contre, ce que vous pouvez déjà savoir, c'est le nombre de places qui sont ouvertes dans les différents établissements du groupe INSA. Donc là, je vous les présente et bien évidemment, je pense que vous trouvez ces informations sur le site des admissions du groupe. Vous voyez que la capacité d'accueil est différente suivant les établissements, puisqu'ils sont plus ou moins grands. Le plus gros, c'est bien sûr Lyon, et ensuite c'est Toulouse. Et puis ensuite, vous voyez que suivant les établissements, c'est plus ou moins important. Alors, comment on va vous sélectionner et comment on va vous classer? Puisque les propositions qu'on va vous faire d'acceptation d'école, ça va dépendre de votre classement. Il faut bien avoir à l'esprit que quand vous candidatez sur le groupe INSA, vous candidatez sur une filière sélective. Et donc, oui, il y a un certain nombre d'élèves qui ne seront pas acceptés dans nos écoles. Donc, comment on va déterminer cette sélection? Cette sélection, elle est faite à partir de votre dossier scolaire. Donc, on va vous demander, à vous et au lycée, de rentrer les notes de maths, physique, LV1, LV2, français de première pour les 3 trimestres. Et on va vous demander les notes de maths, physique, LV1, LV2 des 2 premiers trimestres de terminale. Alors, on ne va pas prendre uniquement ces moyennes brutes. Évidemment, et on va essayer de prendre en compte le niveau de votre classe et indirectement aussi le niveau de l'école. Parce qu'on le sait bien qu'un 15, par exemple en maths, dans une classe, ça n'a pas la même signification qu'un 15 dans une autre classe. Donc on essaye d'en tenir compte. Et pour en tenir compte, on fait ce que nous, on appelle une harmonisation. Donc vous allez avoir des moyennes harmonisées. Donc comment on fait cette harmonisation ? On va regarder pour chacune des matières, la moyenne de la classe, la moyenne du meilleur de classe, la meilleure moyenne dans la matière considérée, et on va vous situer par rapport à ces 2 moyennes. Si vous avez votre moyenne qui tend vers la moyenne de classe, vous allez avoir un coefficient multiplicateur qui tend vers 0. Et qui est de plus en plus petit au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la moyenne de classe, bien évidemment. Au contraire, si vous vous rapprochez de la tête de classe, vous allez avoir un coefficient multiplicateur qui va tendre au plus près de 1. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir. On va obtenir des moyennes pour chacune des matières, des moyennes harmonisées en fonction de votre position dans la classe. Et ensuite, on va avoir un algorithme. Donc on a différents coefficients suivant les matières et on va obtenir un classement de tous les candidats qui ont candidaté à l'INSA. Ça, c'est un premier classement qui est uniquement issu du dossier scolaire. Ensuite, on a un deuxième classement qui va être élaboré. Et dans ce deuxième classement, on va essayer de tenir compte de l'environnement scolaire de l'élève. En gros, c'est de tenir compte du lycée et du niveau du lycée. Et donc pour ça, et du niveau de la classe. Et donc pour ça, on va tenir compte de 2 informations. La première, elle est donnée par le proviseur. Le proviseur doit donner une appréciation du niveau de classe. Il nous dira si c'est une classe moyenne ou une très bonne classe. Et on tiendra compte aussi du taux de mention très bien obtenu par le lycée. Donc à partir de ces 2 éléments, on va recalculer la moyenne. Donc on aura une moyenne environnée pour chacun des élèves. Donc pour chaque élève, on a une moyenne qui est liée uniquement à son dossier scolaire et on a une moyenne qui est liée à son dossier scolaire plus cette mention d'environnement. Et pour chaque élève, on prend la meilleure moyenne, c'est-à-dire qu'on prend celle qui est la plus favorable au candidat, soit environnée, soit non environnée. Pourquoi ça? C'est simplement qu'on ne veut pas défavoriser des élèves par rapport à leur lycée ou au contraire les favoriser plus que nécessaire. Donc on prend vraiment ce qui est le plus favorable au candidat.
Ensuite, on va faire des classements. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas un classement unique. En fait, on en a 3 de classements, puisqu'on va vous classer par vivier, suivant la spécialité que vous avez choisie au bac. Donc, on a 3 viviers. On a le bac SS, les élèves qui ont fait un bac SSI, donc qui ont choisi l'option SI. Ça, c'est le premier vivier. Ensuite, on a un vivier SVT avec l'option maths ou physique-chimie ou informatique et sciences du numérique. C'est le deuxième vivier, le plus important. Du point de vue paysage français, c'est aussi, il y a beaucoup plus de lycéens sont dans ce vivier-là que dans le vivier SSI, puisque SSI n'existe pas dans tous les lycées. Et enfin, on a un troisième vivier qui est le vivier SVT avec l'option SVT. Donc là, c'est un autre vivier. Donc ils sont beaucoup moindres, à peu près 9%. Donc en gros, 20% pour les SSI, 71% pour les SSVT et 9% pour les SSVT-SVT. Donc le classement, si vous êtes dans un de ces viviers, vous ne serez pas si vous êtes SSI, vous ne serez pas interclassé avec un élève qui a fait SSVT option maths. Vous serez interclassé qu'avec les SSI. Donc on fait 3 classements. Et donc en fonction de ces 3 classements, on va appeler un certain nombre. Alors, que se passe-t-il ensuite une fois qu'on a fait ce classement? Alors déjà, on va appeler les 4900 premiers à un entretien. Et cet entretien, bien sûr, il est non sélectif et non obligatoire. C'est-à-dire, il n'est pas éliminatoire, cet entretien. Donc, tous les convoqués à l'entretien peuvent choisir de venir ou ne pas venir, peu importe. Lors de cet entretien, on va essayer de voir qui vous êtes, de se rendre un peu plus compte de la personnalité, de votre capacité à vous adapter aux supérieurs, à votre ouverture, à vos passions, etc. Et vous, c'est aussi le moyen, alors vous êtes là devant moi, donc vous avez déjà visité l'INSA, mais pour un certain nombre qu'on a en entretien, n'ont pas eu la possibilité de participer aux journées portes ouvertes, ils ne connaissent pas l'INSA, donc c'est aussi le moyen de rencontrer un INSA et de se rendre compte si effectivement la formation ou ce qu'on propose leur correspond. Donc c'est vraiment dans les deux sens, essayer de bien comprendre ce qu'est l'INSA et la formation d'ingénieur et nous assurer que oui, vous êtes bien en adéquation avec nos valeurs et la capacité d'adaptation nécessaire pour devenir ingénieur. À l'issue de cet entretien, vous avez une note qui va venir se superposer à la note précédente et vous allez être reclassé parmi les 4900 premiers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être déclassé et vous ne pouvez pas être éliminé. Vous restez dans les 4900 premiers. Mais vous pouvez remonter dans le classement. Bien évidemment, si certains remontent, d'autres redescendent. Ça va de soi. Voilà. Donc, à quoi sert cet entretien? Si vous êtes dans les 4900 premiers, et que vous êtes convoqué à l'entretien, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez coché toutes les écoles du groupe, vous avez toutes les chances d'intégrer une école du groupe INSA. Pas forcément celle que vous vouliez en premier vœu, mais vous aurez certainement une proposition d'une des écoles du groupe INSA. Si maintenant vous n'êtes pas dans les 4900 premiers, ça ne veut pas dire que vous avez aucune chance d'intégrer une école du groupe INSA. Bien sûr que si. Bien sûr qu'on recrute au-delà de la 4900e place. Mais il est très probable que vous ne puissiez pas obtenir l'école qui est la plus demandée dans le groupe, celle où il y a le plus de candidats. Donc voilà, donc vous avez des chances d'intégrer, mais un peu moins que si vous êtes dans les 4900 premiers. Mais ce n'est pas foutu. Et surtout, faites passer le message auprès de vos camarades. Donc là, ça représente un petit peu le portrait de ce qui va se passer. Donc nous, on fait un premier classement. On vous fait passer des entretiens ou pas. À l'issue de ces entretiens, on fait un deuxième classement. Et ensuite, on va envoyer à Parcoursup notre classement. Et vous aurez un certain nombre de propositions. Donc, vous avez une première proposition qui peut vous être faite, c'est non. Si c'est non, ça veut dire que c'est non pour toutes les écoles du groupe. C'est qu'on a considéré que vous n'avez pas la capacité à suivre une formation d'ingénieur dans une des écoles du groupe. Après, une fois que si vous n'avez pas eu de réponse non, vous pouvez obtenir soit un oui, donc on vous fait une proposition, soit vous avez une liste d'attente, et ça va dépendre des écoles et du nombre de candidatures et de votre rang dans le classement. Donc vous pouvez très bien être admis dans une des écoles du groupe INSA et être en attente dans une autre école du groupe INSA.
Donc après, c'est à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous obtenez. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, l'année dernière, en 2018, on a eu 17 200 candidatures et on a donc, parmi ces 17 000 candidats, accueilli, admis 13,7% des candidats. À peu près 15% pour ceux qui étaient dans le vivier SSI, 14% pour ceux qui étaient dans le vivier SVT, maths, physique, ISN, et 8% dans ceux qui étaient dans le vivier SSVT, SVT. Si vous venez d'un bac STI 2D ou STL, ou si vous connaissez des élèves qui sont dans le STI 2D, STL, le processus est à la fois similaire et différent. Alors déjà, toutes les écoles du groupe ne vous sont pas offertes, puisque vous ne pouvez candidater que pour Lyon et Toulouse. Vous avez 40 places à Toulouse, et là, c'est uniquement les STI 2D. Et pour Lyon, vous avez 23 places pour les STI 2D, STL. Bien sûr, vous candidatez pour les deux écoles. Alors, en termes de statistiques, 620 candidatures l'année dernière, ce qui fait à peu près 12% d'admis parmi les candidats. Là aussi, il y a des viviers, suivant votre spécialité, si vous êtes STI 2D SIN ou STI 2D haute spécialité ou si vous êtes STL. Comme pour les bacheliers S, pour votre dossier, on va tenir compte des notes harmonisées de première et de terminale en maths, physique, anglais et français. Le principe d'harmonisation est le même. On va faire un premier classement. À l'issue de ce premier classement, on va appeler les 200 premiers à un entretien. Et attention, la grande différence par rapport au S, c'est que là, cet entretien, il est sélectif et il peut être éliminatoire. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous êtes appelé à l'entretien et que vous ne venez pas, vous êtes exclu du concours. Si vous n'êtes pas appelé à l'entretien, ça veut dire que quelque part, on a considéré que votre candidature n'était pas suffisante pour pouvoir, votre niveau n'était pas suffisant pour pouvoir intégrer l'INSA. Et ensuite, au niveau de l'entretien, en fonction de la note, on vous fera une proposition ou pas, suivant les deux INSA. Donc là, vous aurez pareil, 3 propositions sur Parcoursup, oui, en attente ou non, refusé. Donc voilà pour les STI 2D, STL. Pour ceux que ça intéresse, ou pour ceux qui feraient une candidature en première année et qui ne seraient pas pris cette année-là, sachez qu'on a un recrutement en deuxième année, que ce recrutement, il est groupe, et que vous pouvez rentrer dans tous les INSA du groupe. Le processus n'est pas sur Parcoursup, il se fait directement sur admission au groupe INSA, du 21 janvier au 20 mars. Qui peut rentrer en deuxième année? Des élèves qui sont en première année en classe prépa, des élèves qui sont en première année dans une licence scientifique, mais pas une licence biologique. Une première année en école d'ingénieur, post-bac, et une première année dans une école scientifique étrangère. Voilà les 4 cas de figure où vous pouvez être candidat pour entrer en deuxième année. Tous les établissements, je l'ai dit, vous pouvez rentrer dans les 6 INSA, les 7 INSA, parce que vous pouvez aussi postuler pour FES au Maroc. Donc la procédure d'admission, elle est sur dossier, donc on va regarder, il n'y aura pas de concours, on ne va pas vous tester, ça sera sur dossier, et éventuellement sur entretien qui ont lieu entre le 17 et le 20 mai, je crois. Là, si vous êtes convoqué à l'entretien, ce n'est pas une obligation, vous allez voir qu'il y a des grands admissibles et puis il y en a certains qui sont convoqués, mais si vous êtes convoqué à l'entretien, c'est comme pour les ST2D, STL, cet entretien est obligatoire et sélectif. Pour le dossier, on va tenir compte des notes que vous avez eues au bac ou avant le bac, mais aussi des notes et des appréciations que vous avez dans votre première année dans l'enseignement supérieur. Donc dans votre licence, dans votre CPGE, etc. Donc on prend en compte tout ça, plus la lettre de motivation qu'on vous demande de remplir. Si vous voulez avoir des informations, allez sur le groupe INSA. Quel est le processus? Donc là, on va recueillir toutes les candidatures, on va sélectionner les dossiers, on va étudier tous les dossiers et on va faire un certain nombre de tris. Donc là, ce n'est pas automatique, on étudie vraiment dossier par dossier. Et on va avoir un premier jury. À l'issue de ce premier jury, on va décider quels sont les candidats, de par leur dossier, qu'on propose à l'admission tout de suite.
les candidats qu'on refuse à l'admission tout de suite et les candidats pour lesquels on n'est pas certain, on n'est pas sûr de nous. Et à ce moment-là, on va les convoquer à l'entretien. Donc c'est pour ça qu'on a une partie des élèves qui sont convoqués à l'entretien. Si vous passez l'entretien, donc si vous êtes grand admissible, vous pouvez être admis directement à l'issue du jury 2 ou du jury 1. Si vous passez l'entretien, vous avez trois cas de figure. Soit vous êtes admis à l'issue de votre entretien, soit vous êtes refusé, soit vous allez rentrer dans ce qu'on appelle des éventuels pour venir alimenter notre liste d'attente. Voilà, donc c'est un petit peu les trois cas de figure que vous avez au niveau du recrutement des deuxièmes années. Quel est les taux d'admis? Donc en chiffres, pour les classes prépa, on a un taux d'admission par rapport aux candidatures qu'on a eues cette année de 22%, 21% pour les L1, 25% pour une première année en école d'ingénieur post-bac et seulement 7% pour les diplômes à l'étranger. Bien sûr, ce taux-là, je vous les donne sur l'ensemble du groupe. Après, établissement par établissement, ça peut être variable en fonction des candidatures et en fonction des admissions. Mais globalement, au niveau du groupe, c'est ça. Voilà. Donc après, il y a des spécificités. Il y a notamment un diplôme d'architecte qui est développé, qui est délivré à Strasbourg. Vous avez la possibilité aussi de suivre un cursus ingénieur-architecte, donc soit à Strasbourg, soit à Lyon. Donc je vous invite à aller chercher la plaquette et à vous renseigner auprès de ces deux établissements. Mais comme tout double cursus, ça augmente vos nombres d'études, puisque là, vous serez sur 7 ans. Donc à l'INSA Strasbourg, vous préparez les 2 diplômes. À l'INSA de Lyon, c'est un partenariat avec l'école d'architecture de Lyon. Il y a une nouveauté depuis l'an dernier et cette année à Toulouse, c'est pareil, un double cursus ingénieur et sciences politiques. Donc vous avez la possibilité de faire un double cursus vraiment à Rennes. Donc les 2 premières années sont conjointement réalisées à l'INSA de Rennes et en Sciences Po, à l'IEP. Donc ça veut dire que le recrutement est spécifique, il faut vous renseigner auprès des établissements. Il y a un nombre de places limitées, bien sûr. Et pour l'INSA de Toulouse, c'est un petit peu différent, mais vous allez rentrer dans une filière particulière et vous allez avoir des enseignements d'humanité autour des sciences politiques, de manière à pouvoir vous préparer à intégrer un master en sciences politiques à l'issue de votre formation d'ingénieur. Donc ça, c'est un nouveau cursus. Vous avez aussi le diplôme d'état de paysagiste, cursus en 5 ans. Donc ça, c'est Centre Val-de-Loire uniquement. Voilà un petit peu pour les spécificités. Et puis là, j'avais pour la réforme des PAC, mais je préfère répondre aux questions. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai terminé sur ma présentation générale, mais bien sûr, je suis là pour répondre à toutes vos questions si vous en avez.